Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'avenir des champions d'Afrique s'inscrit en pointillé à la Coupe des Confédérations Russie 2017. Les Lions indomptables et leur adversaire, l'Australie, se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Un résultat au goût amer et difficile à digérer pour les supporters des Lions indomptables. À suivre dans ce journal le film de toutes les occasions manquées par les Lions indomptables et la réaction, le désespoir des supporters, mais aussi réaction de l'homme du match, Cameroun-Australie. Pourquoi la croissance économique demeure faible et peu inclusive au Cameroun? Des experts en développement pointent du doigt la cacophonie et le manque de rigueur observé autour du suivi des projets structurants. Après de multiples échecs des politiques économiques, le gouvernement appelle à la rescousse à diaspora en vue d'agir dans l'urgence pour le développement du Cameroun. Cependant, toutes les conditions sont-elles réunies pour le retour de la diaspora? À suivre au cœur de ce journal, la réponse du gouvernement. De l'actualité, la tension reste encore perceptible sur le site d'une agro-industrie installée dans le Mungo. Des ouvriers s'insurgent contre des mauvaises conditions de travail et dénoncent le flou orchestré autour de la répartition de leurs primes. Reportage Jacques Molon et Nadine Yambou. Des ouvriers de la PHP, plantation du Haut-Pendia en colère. Comme un seul homme, ils sont descendus dans la rue en direction de leur siège social situé à Pendia dans le département du Mungo pour crier le mal-être. Une colère due au flou observé autour des méthodes de répartition des primes. Le contrôle nous doit être au champ. La contribution des 1000 francs que nous donnions, on ne voudrait plus que ça résiste. La prime doit être stable. Et lorsqu'on nous envoie les contrôleurs sur le terrain, il faut négocier ces primes. Il faut donner 1000 francs afin qu'on puisse attribuer ces primes. Et ces 1000 francs se donnent par semaine. Et lorsque, en ce moment, on ne se base même pas sur le travail. Le travail est bon, il faut donner 1000 francs. Le travail n'est pas bon, tu dois donner 1000 francs. Là, on ne sait pas vraiment dans quel monde on va. Tourmentés par les mauvaises conditions de travail, ces ouvriers ne veulent qu'une seule chose, que leurs droits soient respectés. L'augmentation des primes de production, la diminution des tâches, les primes de risque. Parce que l'homme soigneur à la PHP, il est devenu l'esclave. Les activités ont été paralysées à la PHP à cause de ce mouvement d'humeur. Descendus sur les lieux, les responsables de l'entreprise ont aussitôt invité les grévistes à la table des négociations. Leurs travaux ont été réduits. On a demandé, on a accepté avec le directeur général qu'ils aient une prime mensuelle sur la base de 25 000 francs. Donc il y a eu, au-delà de la prime de récolte qui est de 25 000 francs, la prime de rendement qui intervient maintenant au niveau des équipes sous SAF. Des résolutions qui pourraient stabiliser la situation sociale au sein de la PHP. Ils sont nombreux des Camerounais contraints de séjourner durant des années dans l'enfer du milieu carcéral au Cameroun. Pourtant, ils ont déjà purgé leur peine. Ce séjour prolongé contre leur gré est souvent lié aux lourdeurs administratives, judiciaires et la méconnaissance de leurs droits. C'est le constat que font Innocent Abega et Gladys Sidier après une incursion au cœur de la prison centrale de Douala. Reportage. L'exiguïté des lieux, conjuguée à la vétusté et à la surpopulation, sont entre autres grands problèmes du milieu carcéral au Cameroun. Dans la cour de la prison centrale de Nubel, difficile de circuler, les détenus sont entassés. Certains ont développé sur place des activités. Cordonniers, artisans, vendeurs à la sauvette et bien d'autres. La surpopulation carcérale reste aussi liée aux lenteurs administratives dans le traitement des différents cas. Un problème que l'association Avocats sans frontières et humanitaires tente aujourd'hui de résoudre. Nous allons requérir des cas que l'association va prendre en charge. Et généralement, les cas les plus criards sont ceux des dépenses, ceux qui sont détenus encore pour faute de paiement de dépenses. Et aussi de ceux qui sont là parce que les leviers de cours n'ont pas été effectués faute de diligence. Pour le cas de Kribi, on a eu 3 cas déjà libérés par l'association.
Parmi les cas, il y a eu des dons qui ont été payés. Et dernièrement, en Kondengi, on a encore recensé 5 cas. L'association s'active pour libérer aussi ces mineurs. Il est en effet difficile pour certains détenus de se payer les services d'un avocat. Mais à côté de ce cas de figure, certains restent incarcérés, parfois pour des amendes évaluées à 10 000 francs CFA et d'autres à cause d'une détention préventive. Là, présentement, nous avons 30 mineurs. Parmi les 30 mineurs, il y a les mineurs qui sont déjà condamnés, il y a les prévenus. Et comme problème que nous rencontrons au niveau de la justice, c'est les lenteurs. Ce que je fais généralement, c'est après 6 mois, je signale. Ceux qui ont plus de 6 mois de détention préventive, je signale. Bon, là-dedans, il y a aussi des enfants qui ont été condamnés. J'ai un cas qui a été condamné depuis mars, mais il y a le problème de décision, la décision n'est pas encore ici, la décision de justice. Les consultations juridiques menées par les avocats ont pour objectif de désengorger le milieu carcéral et faciliter le travail des responsables. Ce n'est pas tous les détenus qui sont à mesure de s'offrir un avocat. Donc, vous voyez, avec les démunis qui sont là, ils pourront les assister, pourront voir, notamment avec les décisions. Il y en a qui sont condamnés, dont les décisions ne sont jamais parvenues au niveau de la prison. Je crois qu'ils vont examiner tous ces aspects-là pour que la prison soit désengorgée. Grâce à leurs actions, 3 détenus de la prison de Kribi ont été libérés. 5 cas de la prison de Kondengi sont en étude en attendant ceux recensés à Douala. Cependant, ces actions demeurent limitées pour améliorer les conditions carcérales au Cameroun et résoudre définitivement le problème de surpopulation dans nos prisons. Vous l'ignorez peut-être, mais 60% des jeunes de moins de 25 ans sont accros à la consommation du cannabis et de l'alcool. Cette forte dépendance est à l'origine de la recrudescence des agressions et violences en milieu scolaire et en milieu jeune. La société civile dénonce l'impuissance des autorités et le silence de la communauté nationale à l'occasion de la semaine de lutte contre les abus et le trafic illicite de la drogue au Cameroun. Reportage, Marcelin Gansop. Dans les établissements scolaires. Une étude menée auprès des jeunes révèle que l'usage des drogues, et notamment du cannabis, encore appelé banga, est très répandu au Cameroun. La population concernée est celle âgée de 13-15 ans. Il ressort que c'est un peu plus de 10% des jeunes de cette catégorie qui ont expérimenté le tabac et qui en font un usage régulier. Nous avons posé la question à ces jeunes de savoir s'ils fumaient autre chose que le tabac. Un peu plus de 5%, nous l'avons constaté, fument ce que vous appelez le banga, le cannabis. Dans cette enquête, nous avons également remarqué qu'ils sont 20% qui n'ont pas de connaissances sur les méfaits et les risques liés à l'usage ou bien au mésusage des produits dépendogènes. C'est dire que les signaux sont au rouge au moment où le Cameroun entame la semaine consacrée à la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Monsieur le ministre de la Santé publique appelle à une mobilisation générale contre ce fléau qui est en passe de devenir une épidémie. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'épidémie mondiale de drogue. Les parents sont également invités à plus de responsabilité et de vigilance en cette période de vacances qui commence. Conscient des méfaits des drogues sous toutes leurs formes, le gouvernement ne reste pas les bras croisés, notamment dans le milieu scolaire, devenu le terreau de l'usage abusif des drogues. Au niveau du ministère des enseignements secondaires, les directives ont également été données. Le ministère des enseignements secondaires a aujourd'hui un petit plan d'action à mettre en œuvre pour limiter les dégâts, notamment l'interdiction de la vente du tabac en milieu scolaire. Nous sommes en train de rédiger un texte, un projet de décret fort qui va interdire toute activité en faveur du tabac et des produits psychodépendogènes dans le domaine scolaire. Donc des initiatives sont en train d'être prises. Au jour d'aujourd'hui, toute la communauté éducative est mobilisée. Le message du Comité national de lutte contre la drogue est clair. Son usage est un chemin de non-retour. Alors, il vaut mieux ne pas s'y aventurer, au risque de le regretter toute sa vie.
Cette lutte contre les stupéfiants et la drogue est l'une des missions assignées au nouveau sous-préfet de Bafoussam Ier, Aboubacar Garba, a également été appelé à tordre le cou à l'insécurité et mettre fin au travail forcé des enfants à Bafoussam. Il a été installé ce jour à la place des fêtes du chef-lieu de la région de l'Ouest. Dallas Kana et Jean-Paul Fugnat. À la place des fêtes de Bafoussam, un nouveau sous-préfet aux commandes de l'arrondissement de Bafoussam Ier, Aboubacar Garba remplace Didier Bidja, affecté à Douala 2e dans le Vouri. Le nouveau venu hérite d'une unité administrative, en proie à l'insécurité, le désordre urbain, l'incivisme fiscal, le travail des enfants, le trafic des stupéfiants. Autant de fléaux qui minent la paix, la tranquillité des citoyens et freinent le développement de Bafoussam Ier. Fraîchement installé, Aboubacar Garba prend la mesure des défis à relever. Je veux me battre, on va s'en sortir avec l'aide des responsables des forces de maintien de l'ordre, des comités de vigilance et des populations. Le préfet de la MIFI, Joseph Tangwa Fauver, et le maire de Bafoussam Ier attirent surtout l'attention du nouveau sous-préfet sur le phénomène de manipulation, diffamation et corruption, devenu le sport favori de certaines autorités municipales, chefs traditionnels, élites et habitants de la localité. Je sais de quoi je parle, c'est une vie de manipulation, c'est une vie de médisance. Vous n'allez pas me dire que c'est propre à Bafoussam, ça se fait un peu partout, mais on a comme l'impression que c'est un peu plus accentué dans la ville de Bafoussam. L'oisiveté amène certaines personnes à se jeter dans ce genre de sale activité. Donc je me devais d'attirer l'attention de ce problème. L'autorité administrative est toujours au-dessus de la mêlée. Je serai neutre, je vais écouter et parler de faire la synthèse sur tout ce qu'on nous dit et je tranche en respectant les lois et règlements de la République. En provenance de Moulvoudaï dans le Mayo Kani à l'extrême nord, cet administrateur civil principal a occupé les fonctions de premier adjoint préfectoral, sous-préfet des arrondissements de Kété et d'Embo. Âgé de 51 ans, Aboubacar Garba est polygame et père de plusieurs enfants. Une nouvelle crise de leadership déchire l'union des populations du Cameroun à tel point que son congrès ordinaire, initialement prévu en fin du mois de juin, a été reporté à une date ultérieure. Le secrétaire général de l'UPC annonce que des poursuites judiciaires sont déjà engagées à l'encontre de certains cadres politiques soupçonnés de distraction de fonds. Élisée Bogba et Gizogo. L'UPC refait parler d'elle. Le secrétaire général de ce parti vient de tenir une conférence de presse à Yaoundé. Le congrès de l'Union des populations du Cameroun, initialement prévu pour les 23, 24 et 25 juin 2017, c'est-à-dire ce week-end, ne pourra pas se tenir à cette date parce que les préparatifs ne sont pas à leur terme, tant sur le plan politique que sur le plan logistique et matériel. Outre cette impossibilité de réunir le congrès à date, le secrétaire général de l'UPC fait état des distractions de fonds dans les comptes bancaires de ce parti. L'un des handicaps que doit affronter l'UPC, c'est qu'elle a subi une escroquerie. Des fonds importants ont été distraits dans ses comptes. 8 millions de francs CFA à la BISEC, près d'une vingtaine à la SCB et probablement chaque fois avec la complicité peut-être de tel ou tel autre parmi le personnel des établissements. L'affaire est en justice et la justice tirera toutes les responsabilités au clair. Sans citer un nom, le secrétaire général de l'UPC s'est attaché aussi à mettre en avant l'idée de la prééminence du secrétaire général sur le président, selon les statuts du plus vieux parti du Cameroun. Cela en toile de fond du conflit qui oppose depuis plusieurs mois les deux principales têtes de ce parti au sujet de sa gestion. Pour l'instant, les militants devront attendre le temps que le congrès prévu pour se tenir cette année selon les statuts finisse par avoir lieu. Pourquoi la croissance économique demeure faible et peu inclusive au Cameroun?
Des analystes financiers et experts en développement pointent du doigt une cacophonie dans la sélection des projets. Ils critiquent également une conduite approximative des projets structurants qui n'ont pas d'impact réel sur le quotidien des populations. Un diagnostic établi lors d'une conférence qui se tient à Yaoundé. Joël Sengue et Ike Cyril. Avec un taux de croissance encore estimé entre 5 et 6%, l'émergence annoncée pour 2035 au Cameroun pourrait bien être un leurre. La faute à une mauvaise programmation et une conduite approximative des projets de développement. Quelques lacunes persistent, notamment l'absence de banque de projets structurés au sein des administrations, l'absence de certains éléments de maturité, la mauvaise formulation de certaines activités ou encore l'inadéquation de certaines activités avec les objectifs poursuivis. C'est un constat amer qui implique la réforme du système de programmation à travers des mesures strictes et rigoureuses. Il faut plus de rigueur, plus de discipline dans la sélection de nos projets. Nous pensons que si cette discipline est respectée, nous aurons des taux de croissance plus acceptables. Il existe pourtant au Cameroun un document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Mais puisque sa mise en œuvre fait problème, Yaoundé abrite la conférence élargie de programmation session 2017. Les travaux ont pour toile de fond l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme, CDMT. Les CDMT, c'est essentiellement la mise en œuvre du DSCE. Quasi tous les projets qui sont retenus dans les CDMT sont censés nous permettre d'arriver à une mise en œuvre définitive et efficiente du DSCE, qui est la première phase de la vision. Diverses administrations prennent part aux travaux qui se déroulent sous l'égide du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Optimiser la programmation et la gestion budgétaire pour l'émergence du Cameroun, c'est l'objectif de la conférence. Après une série d'échecs des politiques économiques, le gouvernement appelle à la rescousse sa diaspora, la diaspora camerounaise, en vue d'agir dans l'urgence pour le développement du pays. Cependant, toutes les conditions sont-elles réunies pour le retour de la diaspora? Élément des réponses dans ce reportage, signé Gizogo. La diaspora camerounaise et le Cameroun ont rendez-vous. C'est l'objet d'une conférence de presse qui vient de se tenir à Yaoundé pour annoncer l'imminence de la première édition du Forum de la diaspora. Une importante partie de nos compatriotes, soit près de 5 millions, se trouvent pour une raison ou pour une autre établis à l'étranger. La prise en compte de ces derniers, de leurs difficultés, de leurs besoins, constitue une préoccupation constante au plus haut niveau de l'État. Sur le thème, le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation, qui servira d'aiguillon à ce forum, le gouvernement égrène ses priorités. Le forum de la diaspora 2017 devrait ainsi contribuer, premièrement, à créer une plateforme permanente de dialogue et de facilitation. En second lieu, la diffusion et la compréhension des politiques publiques en faveur de notre diaspora. Tertio, faire connaître les actions de notre diaspora relatives au développement de notre pays. Mais nulle part, les attentes de la diaspora ne sont répertoriées. Par exemple, la question lancinante de l'interdiction de la double nationalité n'est guère évoquée. La première édition du Forum de la diaspora se tiendra du 28 au 30 juin à Yaoundé. Toujours en économie, le port autonome de Kribi a accueilli son tout premier bateau commercial, un navire venu charger près de 27 000 tonnes d'EVA, selon notre correspondant sur place. La nouvelle locomotive de Camrail a choisi comme première destination Ezeka, là où son train 152 avait causé la mort de plusieurs Camerounais. Les nouveaux dirigeants du principal responsable de ce drame ferroviaire sont allés faire des yeux doux aux populations. Ils ont touché du doigt l'indigence de l'hôpital qui avait accueilli de nombreuses victimes lors de ce drame ferroviaire. Joël Niem et Donald Brice Kamgan.
Pour cette toute première sortie du nouveau top management de Camrail, le président du conseil d'administration, Aboubakar Abo, prendra d'abord le soin de faire connaître les nouveaux responsables de l'entreprise aux populations des ECA. Je suis accompagné pour cette mission de M. Jean-Pierre Morel, le nouveau directeur général, Kana Bondi, Dr Kana Bondi, directeur général adjoint, et également d'un autre directeur général adjoint à la personne de M. Michel Osso. Outre ces nouveaux dirigeants du concessionnaire du chemin de fer au Cameroun, la délégation des visiteurs avait également dans les rangs Eric Mélé, le directeur général du groupe Bolloré venu de Paris. La mission touchera du doigt les conditions de travail difficiles du personnel médical de l'hôpital de district des ECA. C'est sur les épaules de cette formation hospitalière de fortune qu'a reposé la responsabilité d'accueillir des dizaines de rescapés du drame du 21 octobre 2016. L'occasion pour l'hôpital d'exprimer ses besoins. Un groupe électrogène pour la morgue et le laboratoire qui a besoin d'être fourni en un appareil, un analyseur hématologique ou compteur hématologique et un compteur biologique. Bon, pour le reste, on se défend. La descente a conduit les responsables de l'entreprise tour à tour sur le site de l'historique drame, mais également sur l'un des espaces proposés pour la construction de la stèle commémorative du tragique accident ferroviaire. Dans la foulée, les populations n'ont pas hésité à exprimer leurs vœux vis-à-vis du nouveau top management de Camrail, mais également du gouvernement. Que le rapport en question, la stèle qui a été promise par le président de la République soit à la dimension de l'envergure de la personnalité qui en a fait la promesse, c'est-à-dire le président de la République. Dans les années 80 par exemple, on avait 3 trains par jour. Il y avait un train qui partait de Douala le matin à 7 h. Arrivé à Yaoundé, il y avait un autre train qui partait de Douala un peu plus tard et ainsi de suite. Si bien qu'au bout du compte, on avait 3 trains par jour, ce qui permet aux populations de se déplacer facilement là. Cette émission des nouveaux responsables de Camrail à Ezeka intervient quelques semaines après la démission des anciens dirigeants. Une affaire de biens présumés mal acquis agite l'opinion africaine. Le tribunal correctionnel de Paris, qui juge le vice-président équato-guinéen accusé de blanchiment d'argent, abus des biens sociaux, détournement de fonds et corruption. Comment comprendre cette procédure qui s'enlise depuis près de 10 ans? On en parle en deuxième partie de ce journal avec Maître Célestin Kengoum, avocat et spécialiste des questions internationales. Mais avant, un public reportage dans ce journal des Dames d'honneur, une association qui a organisé un gala de charité à l'endroit des couches sociales défavorisées, une cérémonie qui s'est déroulée à Douala. Reportage. L'association Les Dames d'honneur est à l'honneur. À l'occasion de la fête des pères tenue ce 18 juin à la salle des fêtes d'Akwa à Douala, ces femmes dynamiques ont organisé un gala de charité à l'endroit des couches sociales les plus vulnérables. L'événement en lui-même, baptisé Journée gastronomique et rendu à sa première édition, a été marqué par des attractions diverses, des tirages tombola et des moments de détente. Tu vois immeuble Camion, immeuble Fosso, immeuble Chopagio, il a voulu le bâtiment son nom, immeuble Baïha. Le lendemain, c'est frère on est à côté maison familiale. Ils sont pour le problème. L'association Les Dames d'honneur est une équipe de 15 femmes formidables qui ont décidé d'aller vers les personnes démunies pour leur apporter du sourire. Créée en avril 2013 avec aux commandes Madame Gomigno Gomarta, cette association a à son actif mené plusieurs œuvres charitables, dont divers orphelinats. Nous avons visité plusieurs orphelinats, des hôpitaux,
en 4 ans, nous avons quand même pu assister 2 orphelinats. Nous avons équipé un hôpital, l'hôpital de district de New Bell, le centre de santé intégré de Logbadjek, où nous avons offert un table d'accouchement, des tensiomètres, des cubiténaires, comme je l'ai déjà dit dans mon discours, suite à la journée gastronomique. C'est simplement pour continuer dans ce qu'on a décidé de faire, d'aller un peu plus loin, de retrouver ceux qui sont dans nos villages, de leur donner et les encourager pour qu'ils restent, pour qu'ils ne fuient pas les villages. On va essayer d'améliorer leurs conditions dans les villages. Les laboratoires Biopharma, partenaires majoritaires de cette journée gastronomique, n'encouragent pas que la beauté physique et celle de la peau, mais également celle du cœur. Biopharma encourage non seulement la beauté, mais aussi les actions sociales que les associations dignes de ce nom peuvent, n'est-ce pas, encourager et réaliser à l'endroit des couches sociales les plus défavorisées. Biopharma encourage la solidarité, Biopharma encourage le partage. La beauté, ce n'est pas seulement la beauté physique, la beauté de la peau, mais nous encourageons aussi la beauté du cœur. Au cours de cette journée, c'était l'occasion pour ces dames d'honneur de faire le tour du Cameroun culinaire à leur parterre d'invités. Les dames d'honneur dynamiques, maternelles et visionnaires ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes avocat, spécialiste des questions internationales. Vous avez suivi cette affaire de biens présumés mal acquis qui agite l'opinion africaine. Le tribunal correctionnel de Paris qui juge le vice-président équato-guinéen accusé de blanchiment d'argent, détournement de fonds, corruption, abus des biens sociaux. Le procès devait s'ouvrir lundi. L'avocat du vice-président équato-guinéen a estimé que le procès ne pouvait se tenir en l'état en raison d'une autre procédure pendante devant la Cour internationale de justice. Mais pour comprendre ce procès qui a cours à Paris, comment expliquer cette procédure qui concerne un président africain en fonction? Monsieur Noufélé, pour comprendre ce problème, il faut déjà s'interroger sur les pouvoirs qu'a la France d'édicter des lois. Donc la France étant un État souverain, un État libre et indépendant, a le pouvoir de fixer ses lois pénales comme elle entend, mais à la condition que ces lois ne soient pas contraires aux conventions internationales qu'elle a ratifiées. Alors, dans le cas d'espèce, nous avons affaire à un chef d'État, un vice-président africain, et qui est poursuivi sur le sol africain, sur le sol français, pour des faits qui se sont passés en Guinée équatoriale. Si l'on s'en tient sur le plan du strict point de vue procédural, la France, les tribunaux français sont incompétents à connaître d'une action pénale pour des faits qui se sont déroulés en Guinée équatoriale. Il faut préciser que les associations, justement, qui portent plainte estiment que ce blanchiment d'argent soupçonné se déroule plutôt sur le sol de Paris, en France. Non, il ne se déroule pas. J'arrive, ne m'interrompez pas ce point. Donc, le premier point, c'est que les tribunaux, les juridictions compétentes en la matière étaient les juridictions équato-guinéennes. Deuxième obstacle à une éventuelle procédure contre le vice-président équato-guinéen, c'est la question de l'immunité diplomatique dont il bénéficie. En tant que membre du gouvernement de son pays, il bénéficie d'une immunité diplomatique. Il ne peut donc pas être poursuivi sur le sol français pour des faits qui se sont passés en Guinée équatoriale si cette immunité n'est pas levée. Et c'est dans ce sens, et c'est pour atteindre cet objectif, que la Guinée équatoriale a saisi la Cour internationale de justice pour que soit reconnue à M. Teodorino Obiangema la qualité d'homme politique, d'homme d'État équato-guinéen bénéficiant d'une immunité diplomatique
qui lui confère du coup une immunité juridictionnelle par rapport à la France. Mais toutefois, le problème juridique qui se pose en l'espèce, c'est que les biens mal acquis se trouvent sur le territoire français. Et la France peut donc être poursuivie par qui que ce soit comme receleur de ces biens. Donc c'est peut-être aussi pour se protéger que la France engage cette action parce qu'elle a sur son territoire des biens colossaux, des immeubles innombrables appartenant à un citoyen qui n'est pas français et qui ne peut pas justifier la provenance de ces sommes ou qui ne les justifie pas. Et c'est d'ailleurs pour les justifier. Même s'il s'agit d'un président d'un pays qui est en fonction et qui peut brandir le fait que ces différents biens qui sont acquis en France relèvent de l'État équato-guinéen. Mais écoutez, ils disent que ça appartient à l'État équato-guinéen, mais les Français ont la preuve que ces biens sont au nom de M. Théodorine. Si les biens portaient le nom de l'État équato-guinéen, il y aurait déjà même le principe de l'inviolabilité des ambassades qui sont considérées comme des territoires étrangers sur le sol où ils se trouvent. Donc le problème pour moi, c'est une mafia. Laquelle? Il y a une mafia en dessous de cette affaire. Et qui orchestre cette mafia? La mafia, il y a les hommes politiques français qui sont de connivence avec des associations et qui utilisent comme cheval de Troie les avocats. Donc c'est une véritable mafia. Qu'est-ce que cette mafia a gagné dans cette affaire? Mais l'argent, puisqu'ils demandent à se faire payer, ils veulent mettre la main sur ces biens qui seront d'abord au départ bradés, toujours à des petits copains, et les sommes serviront à payer des débours, c'est-à-dire des dépenses, les frais de procédure, les honoraires d'avocats, tout un tas de choses, afin que l'argent puisse rentrer dans des poches étrangères autres que celles des citoyens équato-guinéens pour qui ces gens prétendent se battre. Maître Célestin Kangoumé, est-ce que la France ne pourrait pas, par exemple, si l'occasion lui était permis de pouvoir saisir ces biens et justement les vendre, mais retourner ces biens dans le compte de l'État équato-guinéen pour que l'affaire cesse? Mais depuis 10 ans, elle s'enlise et ils maintiennent mordicus de vouloir ouvrir un procès contre un vice-président africain. Au départ, ce procès a été dirigé contre 5 chefs d'État africains. Il y a le président Sassou Nguesso du Congo, Feu Omar Bongo du Gabon, le président angolais, Eduardo dos Santos, le vice-président équato-guinéen, Théodorine Obiangema, et ainsi que le président tchadien. Donc, au départ, il y a 5 candidats aux poursuites. Mais à la fin, nous nous retrouvons avec une seule poursuite contre Obiangema. Pourquoi Théodorine Obiangema? Parce qu'en ce moment, il y a l'enjeu de la succession de son père. Voilà l'enjeu qui est en dessous de cette bataille. En plus de cet intéressement financier, il y a l'enjeu de la succession au niveau de l'État équato-guinéen. Pourquoi la France de succession intéresse tant la France? Elle s'intéresse parce qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale est considérée comme un pays sous le giron américain. Or, vous avez aujourd'hui un président Donald Trump qui dit « Je suis venu au pouvoir pour les Américains, je m'occupe d'abord des Américains et je gère les intérêts des Américains. » Et du coup, des appétits naissent dans les esprits de certaines multinationales françaises qui veulent faire main basse sur toute cette immense fortune en préparant des hommes qui viendront prendre le relais de M. Obiangema, à moins qu'il ne précipite même son départ en créant des remous sociaux, comme nous le voyons aujourd'hui au Gabon. Alors on a vu la CIJ qui a demandé à la France de veiller à l'inviolabilité de l'immeuble qui avait été saisi au départ et dont la Guinée équatoriale avait précisé qu'il s'agissait d'un immeuble qui appartenait justement à ce pays-là. Qu'est-ce qu'il va désormais se passer maintenant que l'audience qui devait s'ouvrir lundi dernier a été renvoyée et pour cause l'avocat du vice-président équato-guinéen a demandé à ce qu'on attende d'abord la fin de la procédure qui est en cours devant la CIJ? Mais écoutez, il y a 2 phases. Il y a 3 phases. Il y a une phase des enquêtes. Nous ne sommes plus aux phases des enquêtes. Nous sommes maintenant à la phase de jugement, c'est-à-dire la procédure est enrôlée au fond. Et ça va aboutir à un jugement.
Et arrivera la troisième et dernière étape qui consistera à exécuter le jugement. La France peut-elle aller au bout dans le cadre de cette procédure? Mais bien sûr, dans le cadre de l'exécution de ce jugement, la France peut donc discriminer entre les biens à saisir. Elle peut faire même base sur les comptes bancaires, sur des véhicules qui sont nécessairement au nom d'une personne privée, les Bulgaries, les Porsche et tout ça. Maintenant, certains biens immobiliers, s'ils portent le nom de l'État équato-guinéen, ils seront mis de côté, ils ne seront peut-être pas saisis. Est-ce qu'on se dirige par là vers une escalade diplomatique entre Malabo et Paris? Écoutez, c'est une bataille entre David et Goliath. Que peut la Guinée équatoriale face à la France? Qu'a pu la Libye face à la France et aux autres? Est-ce que la CIJ peut jouer un rôle déterminant dans cette procédure? La Cour internationale de justice est assez hypocrite dans sa prise de position parce que d'abord elle s'est déclarée incompétente à connaître de cette affaire, de la saisine par la Guinée équatoriale, mais en même temps elle fait des recommandations à la France. Donc vous voyez, la Cour internationale qui aurait dû se prononcer d'une manière ferme, hésite, prend des positions ambiguës. En quelque sorte, c'est une espèce de feu vert. Est-ce que la France, en dépit de ce que la Cour internationale de justice est saisie d'un recours par rapport à sa première décision, est-ce que la France peut surseoir à statuer? Encore là, c'est une appréciation souveraine des juges de fond français. Mais je doute qu'ils puissent suivre cette voie, à moins que des transferts d'argent importants soient en jeu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même les hommes, pas seulement les hommes politiques, même les grands magistrats français vivent sur le dos de l'Afrique. L'avocat Bourdon qui agit pour l'association Sherpa, c'est le même avocat que l'on retrouve dans les procès au Sénégal contre l'ex-président tchadien Hissène Habré. Restons dans les couloirs de la justice, Maître Célestin Kangoum, pour évoquer le cas du Cameroun. Vous avez suivi le retour de ce sulfureux député SDF, Joseph Uriba, qui était jugé en clandestinité depuis de nombreux mois. Il a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il y a eu un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui et que le président de l'Assemblée nationale ne l'a pas protégé, ne l'a pas défendu. Et c'est une chose qui surprend des Camerounais. Comment expliquer qu'un mandat d'arrêt puisse être émis à l'encontre d'un député alors qu'il est encore en fonction? Est-ce que c'est possible? C'est possible si l'immunité parlementaire est levée. Il peut être poursuivi comme tout citoyen. Mais est-ce que cette immunité a été levée? Je n'en sais rien. Quelles sont les conditions dans lesquelles une procédure peut aboutir, une procédure judiciaire peut être enclenchée et aboutir à la levée d'une immunité parlementaire? D'abord, sachez que les députés, bien qu'étant élus du peuple, sont d'abord des citoyens comme tous les autres citoyens et ils sont justiciables devant les juridictions comme tout autre citoyen. Mais toutefois, avant qu'une juridiction de l'ordre une juridiction répressive, on ne parle pas en matière civile ou commerciale, il s'agit des poursuites pénales. Avant d'enclencher des poursuites pénales contre un député, l'Assemblée nationale doit être saisie. On doit saisir le président de l'Assemblée nationale qui convoque une séance plénière ou qui convoque le bureau afin d'examiner si il est nécessaire de donner main levée de cette immunité. De donner main levée, mais si on ne le donne pas, les poursuites sont suspendues jusqu'à la fin du mandat de l'élu du peuple. Et la main levée peut être aussi ordonnée. À partir de ce moment, le député peut se présenter devant les juridictions pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Et je profite encore pour revenir sur le cas de la Guinée équatoriale, pour établir un peu un léger lien. Vous voyez, ce qui arrive aujourd'hui à M. Obiangema, c'est ce qui arrivera à tous nos dirigeants qui pillent leur pays pour aller mettre de l'argent dans ces pays occidentaux. Donc, parce que vous voulez dire que les présidents africains sont responsables eux-mêmes de cette situation qui se déroule avec ces juridictions françaises et étrangères qui saisissent les biens? Pourquoi vous vous limitez aux présidents africains? Et les présidents ont même moins de biens que les directeurs généraux. Il y a un directeur général, je pense, d'une société, d'une entreprise publique, qui est sous le coup de poursuites, ça circulait dans les réseaux. Il lui est reproché des détournements de près de 193 milliards. Vous vous rendez compte? Vous avez vu le reportage sur la prison de Newbel? Dans quelles conditions vivent nos propres frères? Dans quelles conditions vous et moi nous pouvons nous retrouver si on était arrêté et placé sous détention dans une prison? Vous voyez dans quelles conditions horribles?
à se demander si ce sont des êtres humains. Et pendant ce temps, quelques individus pillent des milliards. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et que ce peuple se réveille pour dire assez, c'est assez. Justement, assez, non pas par rapport à un homme d'État, mais par rapport à tous ceux qui ont mis ce pays à genoux. Justement, M. Célestin Kengoum, il y a un projet de loi sur les entreprises publiques portant statut des entreprises publiques pour tenter justement de mettre fin à ces nombreuses dérives managériales qui conduisent à des détournements de fonds publics. Non, ce texte, est-ce que ça va pouvoir résoudre le problème? Ce texte ne peut pas résoudre le problème parce qu'il existe déjà un texte qui limite le mandat à la tête des entreprises publiques, des dirigeants. Il y a un texte qui prévoit 3 ans renouvelables 2 fois. Donc on ne devrait pas faire plus de 9 ans à la tête d'une entreprise. Peut-être que les délais ont été écourtés, mais toujours est-il dit qu'on ne doit pas faire plus de 9 ans. Le directeur général de la SNH, il est là, je crois, depuis plus de 20 ans. Un peu partout, il y a beaucoup d'entreprises où des dirigeants ont fait 14-15 ans. Mais comment expliquer que les pouvoirs publics ne fassent pas respecter les textes qui existent? Il faut que le chef de l'État commence par faire appliquer les textes qui existent. En balayant, non pas en balayant, mais en renvoyant certains responsables dans leur ministère d'origine, ou de toutes les manières, en libérant ces places pour que des personnes nouvelles puissent y arriver. Et que ces personnes soient reconnues comme étant des personnes compétentes et intègres. Parce que le Cameroun en a besoin. Merci, Maître Célestin Kengoum. Je rappelle que vous êtes avocat et spécialiste des questions internationales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Ne manquez pas à votre rendez-vous ce soir, Regard Social, qui évoque la problématique des personnes démunies, parmi lesquelles des enfants exposés aux maladies cardiovasculaires. Émission présentée par Éric Fernand Kouamou et comme invité Artusan, l'inventeur du cardiopad, qui viendra évoquer justement l'apport de sa nouvelle technologie dans les solutions apportées aux maladies cardiovasculaires. Il est l'invité de Regard Social à suivre juste après ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'avenir des champions d'Afrique s'inscrit en pointillé à la Coupe des Confédérations Russie 2017. Les Lions indomptables et leur adversaire, l'Australie, se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Un résultat au goût amer et difficile à digérer pour les supporters des Lions indomptables. À suivre dans ce journal, le film de toutes les occasions manquées par les Lions indomptables et la réaction, le désespoir des supporters, mais aussi réaction de l'homme du match, Cameroun-Australie. Pourquoi la croissance économique demeure faible et peu inclusive au Cameroun? Des experts en développement pointent du doigt la cacophonie et le manque de rigueur observé autour du suivi des projets structurants. Après de multiples échecs des politiques économiques, le gouvernement appelle à la rescousse à diaspora en vue d'agir dans l'urgence pour le développement du Cameroun. Cependant, toutes les conditions sont-elles réunies pour le retour de la diaspora? À suivre au cœur de ce journal, la réponse du gouvernement. De l'actualité, la tension reste encore perceptible sur le site d'une agro-industrie installée dans le Mungo. Des ouvriers s'insurgent contre des mauvaises conditions de travail et dénoncent le flou orchestré autour de la répartition de leurs primes. Reportage Jacques Molon et Nadine Yambou. Des ouvriers de la PHP, plantation du Haut-Pendia en colère. Comme un seul homme, ils sont descendus dans la rue en direction de leur siège social situé à Pendia dans le département du Mungo pour crier le mal-être. Une colère due au flou observé autour des méthodes de répartition des primes. Le contrôle nous donne sur le champ. La contribution des 1000 francs que nous donnions, on ne voudrait plus que ça résiste. La pluie doit être stable. Et lorsqu'on nous envoie les contrôleurs sur le terrain, il faut négocier ces primes. Il faut donner 1000 francs afin qu'on puisse attribuer ces primes. Et ces 1000 francs se donnent par semaine. Et lorsque, à ce moment, on ne se base même pas sur le travail. Le travail est bon,
il faut donner 1000 francs. Le travail n'est pas bon, tu dois donner 1000 francs. Là, on ne sait pas vraiment dans quel monde on va. Tourmentés par les mauvaises conditions de travail, ces ouvriers ne veulent qu'une seule chose, que leurs droits soient respectés. L'augmentation des primes de production, la diminution des tâches, les primes de risque, parce que l'homme soigneur à la PHP, il est devenu l'esclave. Les activités ont été paralysées à la PHP à cause de ce mouvement d'humeur. Descendus sur les lieux, les responsables de l'entreprise ont aussi... Ces produits psychodépendogènes dans le domaine scolaire. Donc des initiatives sont en train d'être prises. Au jour d'aujourd'hui, toute la communauté éducative est mobilisée. Le message du Comité national de lutte contre la drogue est clair. Son usage est un chemin de non-retour. Alors, il vaut mieux ne pas s'y aventurer, au risque de le regretter toute sa vie. Cette lutte contre les stupéfiants et la drogue est l'une des missions assignées au nouveau sous-préfet de Bafoussam 1er, Aboubacar Garba, a également été appelé à tordre le cou à l'insécurité et mettre fin au travail forcé des enfants à Bafoussam. Il a été installé ce jour à la place des fêtes du chef-lieu de la région de l'Ouest. Dallas Kana et Jean-Paul Fugnat. À la place des fêtes de Bafoussam, un nouveau sous-préfet aux commandes de l'arrondissement de Bafoussam 1er, Aboubacar Garba remplace Didier Bidja, affecté à Douala 2e dans le Vouri. Le nouveau venu hérite d'une unité administrative en proie à l'insécurité, le désordre urbain, l'incivisme fiscal, le travail des enfants, le trafic de stupéfiants. Autant de fléaux qui minent la paix, la tranquillité des citoyens et freinent le développement de Bafoussam 1er. Fraîchement installé, Aboubacar Garba prend la mesure des défis à relever. Je veux me battre, on va s'en sortir avec l'aide des responsables des forces de maintien de l'ordre, des comités de vigilance et des populations. Le préfet de la MIFI, Joseph Tangwa Fauveur, et le maire de Bafoussam 1er attirent surtout l'attention du nouveau sous-préfet sur le phénomène de manipulation, diffamation et corruption, devenu le sport favori de certaines autorités municipales, chefs traditionnels, élites et habitants de la localité. Je sais de quoi je parle, c'est une vie de manipulation, c'est une vie de médisance. Vous n'allez pas me dire que c'est propre à Bafoussam, ça se fait un peu partout, mais on a comme l'impression que c'est un peu plus accentué dans la ville de Bafoussam. L'oisiveté amène certaines personnes à se jeter dans ce genre de sale activité. Donc je me devais d'attirer l'attention de ce problème. L'autorité administrative est toujours au-dessus de la mêlée. Je serai neutre, je vais écouter et parler de faire la synthèse sur tout ce qu'on nous dit et je tranche en respectant les droits et règlements de la République. En provenance de Moulvoudaï dans le Mayo Kani à l'extrême nord, cet administrateur civil principal a occupé les fonctions de premier adjoint préfectoral, sous-préfet des arrondissements de Kété et d'Embo. Âgé de 51 ans, Aboubacar Garba est polygame et père de plusieurs enfants. Une nouvelle crise de leadership déchire l'union des populations du Cameroun à tel point que son congrès ordinaire, initialement prévu en fin du mois de juin, a été reporté à une date ultérieure. Le secrétaire général de l'UPC annonce que des poursuites judiciaires sont déjà engagées à l'encontre de certains cadres politiques soupçonnés de distraction de fonds. Élisée Bogba et Gizogo. L'UPC refait parler d'elle. Le secrétaire général de ce parti vient de tenir une conférence de presse à Yaoundé. Le congrès de l'Union des populations du Cameroun, initialement prévu pour les 23, 24 et 25 juin 2017, c'est-à-dire ce week-end, ne pourra pas se tenir à cette date parce que les préparatifs ne sont pas à leur terme, tant sur le plan politique que sur le plan logistique et matériel. Outre cette impossibilité de réunir le congrès à date, le secrétaire général de l'UPC fait état des distractions de fonds dans les comptes bancaires de ce parti. L'un des handicaps que doit affronter l'UPC, c'est qu'elle a subi une escroquerie. Des fonds importants ont été distraits dans ses comptes. 8 millions de francs CFA à la BISEC, près d'une vingtaine à la SCB et probablement chaque fois avec la complicité peut-être de
tel ou tel autre parmi le personnel des établissements. L'affaire est en justice et la justice tirera toutes les responsabilités au clair. Sans citer un nom, le secrétaire gérant de l'UPC s'est attaché aussi à mettre en avant l'idée de la prééminence du secrétaire général sur le président, selon les statuts du plus vieux parti du Cameroun. Cela en toile de fond du conflit qui oppose depuis plusieurs mois les deux principales têtes de ce parti au sujet de sa gestion. Pour l'instant, les militants devront attendre le temps que le congrès prévu pour se tenir cette année selon les statuts finisse par avoir lieu. Pourquoi la croissance économique demeure faible et peu inclusive au Cameroun? Des analystes financiers experts en développement pointent du doigt une cacophonie dans la sélection des projets. Ils critiquent également une conduite approximative des projets structurants qui n'ont pas d'impact réel sur le quotidien des populations. Un diagnostic établi lors d'une conférence qui se tient à Yaoundé. Joël Essenge et Ike Cyril. Avec un taux de croissance encore estimé entre 5 et 6%, l'émergence annoncée pour 2035 au Cameroun pourrait bien être un leurre. La faute à une mauvaise programmation et une conduite approximative des projets de développement. Quelques lacunes persistent, notamment l'absence de banque de projets structurés au sein des administrations, l'absence de certains éléments de maturité, la mauvaise formulation de certaines activités ou encore l'inadéquation de certaines activités avec les objectifs poursuivis. C'est un constat amer qui implique la réforme du système de programmation à travers des mesures strictes et rigoureuses. Il faut plus de rigueur, plus de discipline dans la sélection de nos projets. Nous pensons plutôt inviter les grévistes à la table des négociations. Leurs travaux ont été réduits. On a demandé, on a accepté avec le directeur général qu'ils aient une prime mensuelle sur la base de 25 000 francs. Donc il y a eu, au-delà de la prime de récolte qui est de 25 000 francs, la prime de rendement qui intervient maintenant au niveau des équipes SAF. Des résolutions qui pourraient stabiliser la situation sociale au sein de la PHP. Ils sont nombreux des Camerounais contraints de séjourner durant des années dans l'enfer du milieu carcéral au Cameroun. Pourtant, ils ont déjà purgé leur peine. Ce séjour prolongé contre leur gré est souvent lié aux lourdeurs administratives, judiciaires et la méconnaissance de leurs droits. C'est le constat que font Innocent Abega et Gladys Sidier après une incursion au cœur de la prison centrale de Douala. Reportage. L'exiguïté des lieux, conjuguée à la vétusté et à la surpopulation, sont entre autres grands problèmes du milieu carcéral au Cameroun. Dans la cour de la prison centrale de Nubel, difficile de circuler, les détenus sont entassés. Certains ont développé sur place des activités. Cordonniers, artisans, vendeurs à la sauvette et bien d'autres. La surpopulation carcérale reste aussi liée aux lenteurs administratives dans le traitement des différents cas. Un problème que l'association Avocats sans frontières et humanitaires tente aujourd'hui de résoudre. Nous allons requérir des cas que l'association va prendre en charge. Et généralement, les cas les plus criards sont ceux des dépenses, ceux qui sont détenus encore pour faute de paiement de dépenses. Et aussi de ceux qui sont là parce que les leviers de cours n'ont pas été effectués faute de diligence. Pour le cas de Kribi, on a eu 3 cas déjà libérés par l'association. Parmi les cas, il y a eu des dons qui ont été payés. Et dernièrement, en Konengi, on a encore recensé 5 cas. L'association s'active pour libérer aussi ces mineurs. Il est en effet difficile pour certains détenus de se payer les services d'un avocat. Mais à côté de ce cas de figure, certains restent incarcérés, parfois pour des amendes évaluées à 10 000 francs CFA et d'autres à cause d'une détention préventive. Là, présentement, nous avons 30 mineurs. Parmi les 30 mineurs, il y a les mineurs qui sont déjà condamnés, il y a les prévenus. Et comme problème que nous rencontrons au niveau de la justice, c'est les lenteurs. Ce que je fais généralement, c'est après 6 mois, je signale. Ceux qui ont plus de 6 mois de détention préventive, je signale. Bon, là-dedans, il y a aussi des enfants qui ont été condamnés. J'ai un cas qui a été condamné depuis mars, mais il y a le problème de décision, la décision n'est pas encore ici, la décision de justice.
Les consultations juridiques menées par les avocats ont pour objectif de désengorger le milieu carcéral et faciliter le travail des responsables. Ce n'est pas tous les détenus qui sont à mesure de s'offrir un avocat. Donc, vous voyez, avec les démunis qui sont là, ils pourront les assister, pourront voir, notamment avec les décisions. Il y en a qui sont condamnés, dont les décisions ne sont jamais parvenues au niveau de la prison. Je crois qu'ils vont examiner tous ces aspects-là pour que la prison soit désengagée. Grâce à leurs actions, 3 détenus de la prison de Kribi ont été libérés. 5 cas de la prison de Kondengui sont en étude en attendant ceux recensés à Douala. Cependant, ces actions demeurent limitées pour améliorer les conditions carcérales au Cameroun et résoudre définitivement le problème de surpopulation dans nos prisons. Vous l'ignorez peut-être, mais 60% des jeunes de moins de 25 ans sont accros à la consommation du cannabis et de l'alcool. Cette forte dépendance est à l'origine de la recrudescence des agressions et violences en milieu scolaire et en milieu jeune. La société civile dénonce l'impuissance des autorités et le silence de la communauté nationale à l'occasion de la semaine de lutte contre les abus et le trafic illicite de la drogue au Cameroun. Reportage, Marcelin Gansop. Dans les établissements scolaires. Une étude menée auprès des jeunes révèle que l'usage des drogues, et notamment du cannabis, encore appelé banga, est très répandu au Cameroun. La population concernée est celle âgée de 13-15 ans. Il ressort que c'est un peu plus de 10% des jeunes de cette catégorie qui ont expérimenté le tabac et qui en font un usage régulier. Nous avons posé la question à ces jeunes de savoir s'ils fumaient autre chose que le tabac. Un peu plus de 5%, nous l'avons constaté, fument ce que vous appelez le banga, le cannabis. Dans cette enquête, nous avons également remarqué qu'ils sont 20% qui n'ont pas de connaissances sur les méfaits et les risques liés à l'usage ou bien au mésusage des produits dépendogènes. C'est dire que les signaux sont au rouge au moment où le Cameroun entame la semaine consacrée à la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Monsieur le ministre de la Santé publique appelle à une mobilisation générale contre ce fléau qui est en passe de devenir une épidémie. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'épidémie mondiale de drogue. Les parents sont également invités à plus de responsabilité et de vigilance en cette période de vacances qui commence. Conscient des méfaits des drogues sous toutes leurs formes, le gouvernement ne reste pas les bras croisés, notamment dans le milieu scolaire, devenu le terreau de l'usage abusif des drogues. Au niveau du ministère des enseignements secondaires, les directives ont également été données. Le ministère des enseignements secondaires a aujourd'hui un petit plan d'action à mettre en œuvre pour limiter les dégâts, notamment l'interdiction de la vente du tabac en milieu scolaire. Nous sommes en train de rédiger un texte, un projet de décret fort qui va interdire toute activité en faveur du tabac